Bonjour à toutes et à tous. Ninon Leclerc, donc co-directrice du théâtre Sylvia Montfort. Je suis très heureuse de vous présenter ce fragment aujourd'hui, le papier peint jaune, donc projet conçu et interprété par Alix Rimmer. Le papier peint jaune de Yellow Wallpaper, c'est une nouvelle écrite par Charlotte Perkins Gilman en 1890 et retraduite pour cette production par Dorothée Zumstein. Donc, le fragment, en fait, comme le disait Alice, c'est une étape de travail. Là, ce que vous allez voir, c'est le fruit de 2 semaines de travail avec les collaborateurs artistiques, donc Vanessa Larrey et Binyo Sawitzvi, ainsi que Tom Enigo au son. S'en suivra donc le travail à la scénographie avec Hélène Jourdan et Mathilde Chamou à la lumière et Anaïs Euro au costume. Le spectacle sera créé en octobre 24 au théâtre Sylvia Montfort et avant ça, le fragment sera au théâtre Sorano les 7 et 8 novembre prochains. Voilà, merci beaucoup. Donc, cette femme, Charlotte Perkins Gilman, en fait, elle est née dans les années, je dirais, 1850 environ. Je ne connais pas la date précise. Et en fait, elle a été abandonnée par son père. Et donc, sa mère a élevé toute seule ses enfants. Et donc, elle dit souvent qu'elle a manqué d'affection dans son enfance. C'est écrit dans la page Wikipédia, donc c'est quelque chose de connu. Mais donc, elle était effectivement d'une grande famille des États-Unis, une grande famille dans les premiers arrivants, quoi. Son grand-père était déjà écrivain, mais donc, elle a été abandonnée par ce côté de la famille. Et donc, elle a été élevée par sa mère, des tantes, des grands-mères, etc. Et très vite, elle s'est mise à l'écriture et à lire, en fait, beaucoup sur, en fait, les mouvements de droits sociaux. Alors c'est un peu bon, mais bon, elle s'est peu à peu engagée de plus en plus pour les droits des femmes et l'égalité en général. Bon, ce qu'il faut quand même dire, ce qui est un peu équivoque, il faut quand même le dire, c'est que bon, c'est quand même une femme de son époque, donc si vous voulez, c'est une version de l'égalité. Il y a encore un peu ce côté, vous savez, pour la race humaine. Je ne sais pas comment expliquer, mais au niveau du racisme, on ne peut pas dire... en fait, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'elle était pour les droits des Noirs, tout en disant que ce n'est pas tout à fait pareil. Donc ça pose un peu de problème, ça m'a un peu gâché ma découverte... de la page Wikipédia, c'est-à-dire que ils le disent très bien dans la page Wikipédia, ils le disent maladroitement, je trouve, dans la page Wikipédia, mais c'est une avancée des droits de l'homme presque un peu fascisante, dans le sens où il faut l'avancée des droits pour l'égalité, pour l'avancée de la société, l'avancée de l'homme, pour qu'il soit meilleur, mais il y a presque un peu un côté, vous savez, pour un peu sélection naturelle. Il faut que les meilleurs se mettent ensemble pour créer une race supérieure. Il y a un peu un truc comme ça. Mais, donc il la compare même à Hitler à un moment donné sur la page Wikipédia, mais c'est évidemment pas la même chose. Voilà. Mais voilà, ça c'est un peu une ombre au tableau. Mais bon, par ailleurs, elle a fait partie de ces mouvements des suffragettes qui allaient comme ça d'État en État pour donner des conférences sur les droits des femmes. Et donc c'est comme ça qu'elle gagnait sa vie, parce qu'à l'époque, les écrivains, c'est comme ça qu'ils gagnaient leur vie. Et elle a publié, des romans, des nouvelles, des poèmes, etc. Et elle a été à la tête de nombreux journaux. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et en fait, dans sa vie personnelle, en fait, elle s'est mariée très jeune. Elle a eu un enfant un peu contre son gré, très jeune. Et en fait, plus tard, elle s'est séparée et elle est partie sans son enfant. Donc... ça quand même, voilà. Et donc, quelques années plus tard, contre toute attente, elle s'est remariée avec son cousin germain. Alors ça, aujourd'hui, ça ferait bizarre, mais à l'époque, c'était quand même quelque chose de très courant. Et donc, effectivement, elle s'est mariée avec son cousin germain, et là, elle a été très heureuse. Il comprenait son travail, il respectait son travail. Et en fait, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, avec son premier mari,
quand elle a eu son enfant, elle a fait une espèce de postpartum, c'est-à-dire qu'à la naissance de son bébé, elle a eu une sorte de dépression. Et son mari, qui était médecin, avait préconisé à l'époque une thérapie du repos. Donc effectivement, elle s'est retrouvée enfermée et en fait, ça a empiré son état. Évidemment, c'était pire. Donc elle a vu des médecins terribles et quelques années plus tard, pour dénoncer ça, elle a écrit donc le papier pain jaune. Donc c'est ça qui s'est passé en fait. Et ça a eu vraiment un impact réel sur la pratique de cette thérapie qui était courante, hein, c'était pas un cas particulier. Des femmes qu'on connaît, Virginia Woolf, Edith Wharton, Rosemary Kennedy. Bon, Rosemary Kennedy, elle a carrément été lobotomisée, donc c'est encore pire en quelque sorte. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte, franchement, quand on y regarde de plus près, Rosemary Kennedy, en fait, elle a été lobotomisée et elle est sortie avec un cerveau d'un enfant de 2 ans et demi. Toute sa vie. La famille Kennedy. En fait, si vous voulez, ce qui s'est passé, Rosemary, c'était la 3e de la famille, elle était différente. Voilà, elle avait des sautes d'humeur, des crises de colère, on ne comprenait pas, et peu à peu, on s'est rendu compte qu'elle avait un léger retard mental. Mais léger, c'était pas... elle pouvait très bien... voilà, simplement, ça s'est empiré. Et elle a commencé à fréquenter des hommes, voilà, et ils avaient peur qu'elle tombe enceinte avec n'importe qui, etc. C'était la famille Kennedy. Elle posait un peu problème. Et en fait, ils ne savaient plus comment gérer les crises de colère, les sautes d'humeur. Ils ont fait appel à un médecin très connu de l'époque qui a préconisé une lobotomie. Sauf qu'en fait, l'opération a échoué. Elle est sortie avec un cerveau d'un enfant de 2 ans et demi. Toute sa vie. La famille Kennedy. Mais en fait... ils ont rien dit, ils ont fait croire à tout le monde qu'elle était éducatrice dans une espèce de centre, quoi, alors qu'elle était comme ça toute sa vie dans un hospice que personne n'allait lui rendre visite. Non mais franchement... Donc c'est un peu ça aussi, en quelque sorte, l'histoire du papier peint jaune, enfin, en quelque sorte. Et ça existe encore, hein. Alors c'est pas courant, mais on appelle plus ça lobotomie, mais vous savez, les électrochocs dans le cerveau, pour faire une espèce de reset, comme un lecteur DVD dans le cerveau quand il y a eu des traumatismes, etc. C'est pas courant, mais ça existe encore. Hein. Donc, voilà quoi. Bon, on ne sait pas vraiment ce qu'elle a, cette femme d'ailleurs, en réalité, parce que bon, elle dit qu'elle est malade, mais elle dit que son mari ne la trouve pas malade, ne la croit pas malade. Donc c'est que elle trouve qu'elle est malade, mais elle trouve que son mari ne la croit pas assez malade. Donc, elle voudrait qu'il la croie plus malade, parce qu'elle dit il ne me croit pas malade. Donc c'est pas très clair en fait, parce qu'on voit bien que c'est parce qu'il la traite en malade qu'elle va de plus en plus mal. Donc en fait, elle se dit quoi ? On ne sait pas vraiment. Elle ne voudrait pas être traitée de cette manière-là, mais elle ne dit pas qu'elle n'est pas malade. Elle ne dit pas qu'elle n'est pas malade. Elle ne dit pas pourquoi je suis enfermée dans cette chambre, je suis en pleine forme. Donc, bon, elle ne voudrait pas être traitée de cette manière-là, puisqu'elle dit si au moins je pouvais écrire. Ou j'aurais bien aimé dans mon état d'un peu moins d'opposition et de davantage d'échanges et de stimulation. Mais John dit que la pire chose que je peux faire est d'être trop à l'écoute de mon état. J'avoue que ça ne manque jamais de me faire du mal. Donc on voit bien la confusion dans son esprit. Quand un médecin, dont la réputation n'est plus à faire, qui se trouve être votre époux, déclare aux amis et aux proches que rien ne cloche chez vous si ce n'est que vous souffrez d'une dépression nerveuse passagère, avec légère tendance hystérique, vous êtes censé faire quoi ? Est-ce qu'elle croit qu'elle n'est pas en dépression ? C'est ça que je ne comprends pas. Mon frère est également médecin et tout aussi réputé et il dit la même chose. Je prends donc des phosphates ou des phosphites, je ne sais plus, et des fortifiants. Et je respire du bon air, et je fais de l'exercice, et
Je respecte l'interdiction formelle de travailler tant que je ne serai pas rétablie. Personnellement, je n'approuve pas leurs idées. Personnellement, je crois qu'un travail adapté et l'excitation et le changement qui vont avec me feraient du bien. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Pendant un temps, j'ai écrit, et ce, malgré leur interdiction, mais ça m'épuise d'avoir à le faire en douce si je ne veux pas me heurter à une farouche désapprobation. J'aurais bien aimé, dans mon état, d'un peu moins d'opposition et de davantage d'échanges et de stimulation. Mais John dit que la pire chose que je peux faire est d'être trop à l'écoute de mon état. J'avoue que ça ne manque jamais de me faire du mal. Bon, oublions donc tout ça et parlons de la maison. C'est une pure merveille. Relativement isolée, elle se dresse bien à l'écart de la route, à 5 bons kilomètres du village. Elle me rappelle ces demeures anglaises qu'on trouve dans les livres, avec ses haies, ses murets, ses grilles qui se ferment à clé, la quantité de petites dépendances pour les jardiniers et les domestiques. Il y a un jardin exquis. Mais j'avais jamais vu pareil jardin. Vaste, ombragé, plein de sentiers bordés de buis, flanqués sur ses côtés de pergolas, couvertes de vignes, abritant des bancs. Il y a des serres aussi, désormais tout à l'abandon. Il y a eu un litige, à ce que j'ai compris. Quelque chose entre les héritiers et les co-héritiers. Toujours est-il que les lieux sont désertés depuis des années. Moi qui rêvais fantôme, c'est raté, mais ça m'est égal. La maison dégage une réelle étrangeté. Je le sens. Je l'ai même dit à John un soir de lune, mais il a dit que ce que je ressentais n'était qu'un simple courant d'air et il a fermé la fenêtre. Il m'arrive d'en vouloir terriblement à John. Je suis sûre que je n'étais pas aussi sensible autrefois. Sans doute est-ce dû à l'état de mes nerfs. Mais John dit que si je m'autorise à ressentir cela, alors je ne ferai plus rien pour maîtriser mes émotions. Je fais donc de gros efforts pour me contrôler devant lui, du moins ça m'épuise. J'aime pas du tout notre chambre. Je voulais cette autre en bas qui donne sur la véranda, avec sa fenêtre fleurie de roses et ses rideaux en chintz si délicieusement démodés. Mais John n'a pas voulu en entendre parler. Il a dit qu'elle ne comportait qu'une fenêtre et qu'il n'y avait pas la place pour 2 lits ni 2 chambres adjacentes s'il en voulait une pour lui. Il est aimant et plein d'attention. À peine s'il me laisse faire un geste sans instruction précise. John fait en sorte de m'éviter tout souci et je m'en veux de mon manque de gratitude. Il dit que si nous sommes ici, c'est uniquement pour mon bien, afin que je puisse jouir d'un repos parfait et respirer un maximum de bon air. Ma chérie, l'exercice physique requiert de l'énergie et le fait de se nourrir un tant soit peu d'appétit, mais l'air, on peut en absorber tout le temps. Nous avons donc pris la chambre d'enfant, là-haut. C'est une grande pièce lumineuse qui occupe la quasi-totalité de l'étage, avec des fenêtres qui donnent dans toutes les directions, du soleil et de l'air à profusion. Ça a d'abord dû être une nurserie, puis une chambre à jouer et enfin une salle de gymnastique, parce que les fenêtres sont munies de barreaux pour protéger les tout-petits. Et il y a encore des anneaux et des choses fichées dans les murs. La peinture et le papier peint pourraient être ceux d'une école de garçons. De grandes bandes de papier ont été arrachées tout autour de la tête de lit, aussi loin que je parvienne à tendre les bras, et il en manque un grand bout à l'autre extrémité de la pièce en bas du mur. De ma vie, je n'ai vu pire papier peint. Il a un de ces motifs alambiqués qui constitue à lui seul un crime contre le bon goût. Terne, au point qu'on peine à le distinguer,
Il est néanmoins assez marqué pour constamment agacer l'œil et inciter à y voir de plus près. Mais alors, pour peu qu'on parvienne à en suivre un petit moment les courbes pâles et déroutantes, voici qu'elles se suicident. Elles plongent selon des angles aberrants et s'autodétruisent dans un chaos invraisemblable. La couleur est repoussante, choquante presque. Un jaune soufre, sale, étrangement délavé par la lueur lentement déclinante du soleil, d'un orange criard et pourtant passé. À certains endroits, il est à d'autres d'un jaune soufre maladif. Pas étonnant que les enfants les détestaient. Moi aussi, je le détesterais si je devais rester longtemps dans cette pièce. C'est pas courant, hein, que des personnes ordinaires comme John et moi louent pour l'été un vaste domaine de famille. Une maison coloniale, une propriété ancestrale. Je dirais avec joie une maison hantée, ce qui serait le comble du romanesque, mais n'exigeons pas trop du destin. Je n'en déclare pas moins avec une certaine fierté qu'elle dégage quelque chose d'étrange. Qu'est-ce qui pourrait justifier sinon un loyer aussi bas et le fait qu'elle soit restée si longtemps sans locataire? John se moque de moi, bien sûr, mais qu'espérait d'autre dans un mariage? John est pragmatique à l'extrême. La foi lui porte sur les nerfs, la superstition lui inspire une horreur profonde, et il ricane avec tendresse pour peu que la conversation porte sur quelque chose d'invisible, d'intangible ou d'intraduisible en chiffres. John est médecin. C'est peut-être, je dis bien peut-être, pour cette raison que je ne guéris pas plus vite.
2 semaines que nous sommes ici et je n'ai pas ressenti l'envie d'écrire après cette première journée. Je reste assise là-haut, près de la fenêtre dans cette horrible nurserie, sans rien pour m'empêcher d'écrire si ce n'est le manque de force. John s'absente toute la journée, et même certaines nuits quand il a des cas graves à traiter. Tant mieux si le mien ne l'est pas. Ces problèmes de nerfs n'en sont pas moins affreusement déprimants. John ignore combien je souffre réellement. Il sait qu'il n'y a pas de raison que je souffre et cela lui suffit. Bien sûr, ce n'est que de la nervosité. Cela me pèse tellement de n'assouvir aucun des devoirs censés être les miens. J'avais l'intention d'être un tel soutien pour John, de lui procurer repos et réconfort, au lieu de quoi je suis déjà un fardeau pour lui. Personne ne pourrait soupçonner les efforts qu'il me faut fournir pour parvenir à faire le peu que je parvienne à faire. M'habiller, converser et donner des ordres. Une chance que Maui s'occupe si bien du bébé. Ce cher bébé. Pourtant, je ne peux pas passer du temps avec lui, ça me rend si nerveuse. Je suppose que John n'a jamais eu de problème de nerfs. Il se moque tellement de moi avec mon histoire de papier peint. Il avait d'abord l'intention de faire retapisser la chambre, mais il a fini par dire que ça équivaudrait pour moi à une capitulation et qu'il n'y avait pas pire pour une malade des nerfs que de céder à ses lubies. Il a aussi dit qu'une fois le papier peint changé, c'est au lit imposant que je m'en prendrais, puis au barreau des fenêtres, puis à la barrière en haut des marches, etc. Ma chérie, tu sais que cet endroit te fait du bien et sincèrement, je ne vais pas rénover la maison pour 3 mois de location. Mais dans ce cas, installons-nous en bas. Il y a de si jolies pièces au rez-de-chaussée. Il m'a alors prise dans ses bras, m'a appelé sa petite bécasse chérie, m'a dit qu'il serait prêt à déménager notre chambre à la cave si je le souhaitais et en faire blanchir les murs à la chaux par-dessus le marché. Non mais, je dois cependant lui donner raison au sujet des fenêtres, des lits et du reste. On ne pourrait souhaiter pièces plus claires et confortables. Et je serais bien bête d'embarrasser John pour un simple caprice. Je commence à vraiment bien aimer cette grande pièce, hormis cet horrible papier peint. L'une des fenêtres donne sur le jardin, mystérieuse pergola où le soleil n'entre pas, fleurs vivaces aux couleurs tapageuses, buissons et arbres aux troncs noueux. Et de l'autre, j'ai vue sur la baie et sur un ponton qui appartient au domaine. Une belle allée ombragée y mène depuis la maison. J'aime à imaginer des gens qui se meuvent sur ces nombreux sentiers et dans les pergolas. Mais John m'a mise en garde contre ce genre de rêvasserie. Il dit qu'avec mon imagination et ma tendance à élaborer des histoires, une fragilité nerveuse comme la mienne conduit inévitablement à toutes sortes de fantaisies exaltées et qu'il me faut employer toute ma volonté et toute mon énergie à les contrecarrer. C'est ce que je me force de faire. Il m'arrive de penser que si j'avais la force d'écrire un peu, cela me délesterait du poids de mes pensées et que je pourrais me reposer. Mais je constate que ces tentatives m'épuisent. Je suis si découragée de n'avoir sur mon travail aucun conseil, aucun regard bienveillant. Alors, quand je serai tout à fait remise, dit John, nous inviterons le cousin Henry et Julia à séjourner chez nous. Il dit aussi qu'il préférait mettre des pétards dans ma thé d'oreiller plutôt que de me laisser fréquenter tout de suite des gens aussi stimulants. J'aimerais pouvoir me rétablir plus rapidement. Je ne dois pas songer à ça. Et ce papier peint qui me regarde comme s'il savait quelle sournoise influence il exerce sur moi. Il y a un motif dans le motif qui revient ça et là.
Il évoque un cou brisé et 2 yeux globuleux qui vous fixent à l'envers. Son audace et son insistance me mettent littéralement en rage. De haut en bas, de bas en haut et en travers, il se coule partout ces absurdes yeux qui ne scillent pas. À un certain endroit où le papier peint est mal raccordé et où les yeux vont du sol au plafond, l'un est légèrement au-dessus de l'autre. Et j'avais jamais vu autant d'expressivité dans une chose inanimée. Nous savons tous combien elles sont expressives. Enfant, étendu sur mon lit, les yeux grands ouverts, j'éprouvais plus de terreur et de joie à observer les murs nus et les meubles sans fioritures que la plupart des enfants dans un magasin de jouets. Je me souviens des clins d'œil complices que m'adressaient les boutons de tiroir de notre vieille commode et d'un certain fauteuil dont la bienveillance me semblait acquise. Je sentais que si l'une ou l'autre de ces choses me devenait hostile, je pouvais toujours bondir dans le fauteuil et y être à l'abri. Mais les meubles de cette chambre-ci sont cependant moins laids que disparates, puisqu'il nous a fallu tout monter depuis le rez-de-chaussée. J'ai jamais vu des ravages comparables à ceux que les enfants ont fait ici. Le papier peint est arraché par endroits, alors qu'il fait littéralement corps avec le mur. Faut-il qu'ils y aient mis autant de persévérance que de rage ? Le plancher est raviné, fissuré et éventré. Il n'est jusqu'au plâtre des murs qui ne soit enfoncé ça et là. Et le grand lit massif, seul mobilier qui était déjà dans la pièce, semble avoir traversé plusieurs guerres. Et tout cela m'indiffère, à l'exception du papier peint. Voici la sœur de John qui arrive. Une si gentille fille, qui prend si bien soin de moi. C'est une maîtresse de maison enthousiaste et accomplie qui n'aspire à nulle autre fonction. Je crois sincèrement qu'elle croit que c'est l'écriture qui m'a rendue malade. Mais pour peu qu'elle s'absente, je suis libre d'écrire et grâce aux fenêtres, je la vois arriver de loin. L'une des fenêtres surplombe la route, charmante, sinueuse, ombragée. L'autre, la campagne, campagne tout aussi charmante, pleine d'ormes majestueux et de prairies violettes. Ce papier peint présente un motif secondaire, dans une autre nuance de jaune. Motif particulièrement irritant dans la mesure où on ne le distingue que par un certain éclairage, et encore avec difficulté. Mais là où le papier peint n'est pas trop défraîchi, et avec la lumière qu'il faut, je distingue, étrange, agaçante, une sorte de silhouette informe qui semble rôder derrière le motif principal, bébête et ostentatoire. La sœur est dans l'escalier.
interlocuteurs, on sait que ce qui peut permettre de s'en sortir, c'est qu'ils sous-estiment l'intelligence de l'autre. Même dans le travail, si on a vécu des relations soit dans le travail, soit amicales, soit sentimentales avec des gens qui étaient dans la manipulation, le seul endroit par lequel on peut les avoir, c'est qu'ils sous-estiment, dans leur volonté de domination, ils sous-estiment l'intelligence de leur interlocuteur. Ça y est, le 4 juillet est passé.